Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du virtuel SMAP, une édition qui se veut 100% digitale. Fidèle à son habitude, le SMAP organise un cycle de conférences-débats avec les notaires du Maroc pour traiter des thématiques aussi riches que diversifiées qui concernent tous les Marocains d'ici et d'ailleurs. Alors j'ai le plaisir de retrouver autour de moi Maître Majida Ktani, notaire à Fès, Maître Abdelmjid Bargache, notaire à Rabat, Maître Mohamed Amin Bennis, notaire à Tanger, et Maître Kaussar Hadjiwi, notaire à Casablanca. Pour cette thématique, il est intéressant de parler du processus d'acquisition immobilière au Maroc, de voir toutes les étapes d'acquisition, de parler aussi des régimes, du régime plutôt fiscal au Maroc et de ses différents impacts sur les acquisitions immobilières. Et j'invite Maître Ktani à prendre la parole. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du processus d'acquisition d'un bien au Maroc. Qui peut acheter un bien au Maroc? Alors tous les Marocains peuvent acheter des biens, les étrangers également, les Marocains résidant à l'étranger. Il y a une seule exception pour les étrangers, c'est les terrains agricoles. Un étranger ne peut pas acquérir un terrain agricole au Maroc, sauf autorisation de l'AVENA, une autorisation à vocation non agricole que je n'ai malheureusement pas le temps de développer. Alors, toujours chercher un conseil auprès de votre notaire. Les notaires sont constamment connectés à la conservation foncière. Alors, on est là pour vérifier la situation juridique et fiscale du bien et vous donner un exposé du bien avant de vous lancer dans l'acquisition et de donner une avance. Alors, ne jamais donner une avance en dehors de l'étude du notaire. Ça d'une part. Alors, comment vous pouvez acquérir? Vous pouvez acquérir en votre nom personnel. Vous pouvez acquérir au nom d'une société ou bien dans l'indivision, ça veut dire deux ou plusieurs personnes. Ce sont les mêmes charges fiscales qu'on paye. Je vais noter ça parce que je m'inspire des questions qu'on me pose constamment dans mon étude. Alors que vous allez acquérir une seule personne ou plusieurs personnes, ce sont les mêmes taxes que vous allez payer. Parce que les taxes que vous payez, c'est des taxes relatives au prix d'acquisition et non pas au nombre des acquéreurs. Ça d'une part. D'autre part, la formule intéressante d'acquisition, au Maroc, c'est parce qu'on applique selon Shra, c'est lorsqu'une famille elle a uniquement des filles, plus tard il y aura l'héritage des oncles et des tantes. Alors pour éviter cela, il faut acquérir dans le cadre du processus de l'usufruit et la nue propriété. Donc c'est le notaire qui se charge de ça directement. Alors c'est les parents, ils acquièrent l'usufruit, et les enfants, ils acquièrent la nue propriété. Au décès des parents, c'est les nus propriétaires qui sont les enfants qui réunissent la pleine propriété, sans avoir recours à aucun autre contrat. C'est juste l'acte de dévolution successorale qu'on dépose à la conservation et les enfants, ils sont propriétaires. Il y a aussi une formule intéressante, c'est, comme on dit, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a la formule de l'usufruit réversible. Alors, c'est toujours le notaire qui fait ce type de contrat. Alors, il fait l'usufruit réversible. Donc, si le papa décède le premier, c'est la maman qui, je ne dirais pas qui hérite du bien, parce qu'il ne s'agit pas d'un héritage, qui profite du bien. Alors, finalement, c'est l'un d'entre eux qui réunit la pleine propriété. Alors, comment vous pouvez acquérir? Si vous avez des fonds propres, toujours un chèque barré non endossable au nom du notaire. Et c'est le notaire qui se charge d'inscrire le bien au nom de l'acquéreur, après quoi il transmet les fonds au vendeur. Donc toujours chèque barré non endossable au profit du notaire. Si vous avez des enfants mineurs et que vous voulez acquérir le bien en leur nom, si vous avez des fonds propres, vous pouvez acquérir le bien au nom du mineur, d'un nouveau-né qui a un jour, il n'y a aucun problème. Sauf que si vous voulez acquérir par prêt bancaire, c'est une question fréquente que je reçois dans mon étude, ce n'est pas possible. Le code de droit réel, il prévoit que l'acquisition au nom du mineur par prêt bancaire, parce que la banque, elle prend l'hypothèque sur le bien. Alors, le code de droit réel, il prévoit l'interdiction d'hypothéquer le bien du mineur, sauf autorisation du juge des tutelles. Donc, si vous allez acquérir par prêt bancaire, ce n'est pas possible d'acquérir au nom du mineur. Voilà. Au Maroc, on a une particularité, c'est la tutelle légale. La tutelle légale, elle revient de primo au père. C'est toujours le père qui est le tuteur légal. En cas du décès du père ou bien de son incapacité légale ou juridique, c'est la maman qui est tutrice légale. En cas de l'absence des deux,
C'est le juge des mineurs qui décide qui est le tuteur datif. Dans ce cas, on parle de tuteur datif. Il y a également le tuteur testamentaire. Ça veut dire les parents, dans leur vivant, ils peuvent désigner un tuteur testamentaire. C'est un contrat qu'on fait chez le notaire pour désigner le tuteur testamentaire. Alors voilà, si vous êtes étranger et vous voulez acquérir un bien au Maroc, la particularité fiscale, c'est l'ouverture d'un compte en dirham convertible au Maroc. Alors vous allez vous rapprocher de votre banque et vous allez ouvrir ce compte qui est alimenté en devises. De quoi vous allez profiter lors de l'ouverture de ce compte? Lorsque vous allez vendre plus tard ce bien, le produit de la vente, il est transmis par le notaire sur un compte convertible à terme. Le compte convertible à terme, vous avez le droit de rapatrier les fonds sur 4 ans, ça veut dire 25% par an, mais à vrai dire c'est sur 5 ans parce que la première année, elle n'est pas comptée. C'est après la première année 25%, ainsi de suite, ça veut dire sur 5 ans. Par contre, si vous voulez profiter du produit de la vente au Maroc, vous pouvez, le compte convertible à terme, vous pouvez le dépenser au Maroc sans avoir besoin à faire le rapatriement. Il y a une innovation très importante, c'est la kafala. Alors, si vous avez un enfant dont vous avez pris la kafala, aujourd'hui, la loi vous autorise à inscrire un bien au nom de l'enfant Mekfoul et vous allez profiter d'un avantage fiscal en ce qui concerne les droits d'enregistrement, ce qui n'était pas le cas avant. Alors voilà, si vous avez des questions. Oui, vous avez fait le tour de la question. Je donne la parole à Madame Hediwi. Voilà, en fait, si tu permets, avant d'arriver chez le notaire pour le processus d'acquisition d'un bien, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes de rappeler. D'abord, il faut définir son besoin et définir son budget. Il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on veut acheter, où on veut acheter. Ça, je pense, c'est le processus d'acquisition. C'est important de savoir, voilà, où. Et c'est important de définir tout ça. Et comment on trouve son bien? Comment on trouve son bien? Aujourd'hui, bien évidemment, nous avons Internet, il y a le bouche à oreille, nous avons des revues spécialisées, et il y a des agents immobiliers. Alors, concernant les agents immobiliers, il y a des agents immobiliers qui sont patentés, qui ont pignon sur rue. Et personnellement, moi, je vous déconseille d'aller vers ce qu'on appelle samsar. C'est quoi un samsar? C'est une personne qui s'autoproclame professionnelle de l'immobilier. Donc, il ne faut pas aller vers ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bureau. Donc, vous ne pouvez pas les retrouver. Ils sont dans des cafés. Il ne faut pas aller vers ces gens-là. Il faut aller vers des professionnels. Donc, une fois que vous avez trouvé ce bien, une fois que vous avez trouvé votre bien, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chez le notaire. Donc, le notaire, pourquoi? Pour assurer la sécurité de la transaction. Le notaire va assurer la sécurité de la transaction. Le vendeur sera tenu de payer ses impôts. Et l'acquéreur, donc, il connaîtra la véritable superficie. Si on lui dit c'est un appartement de 60 mètres, ce ne sera pas un appartement de 40 mètres. S'il achète un terrain pour zone villa, ce ne sera pas un terrain qui n'est pas viable, qui n'est pas constructible. Donc, il faut aller vers le notaire. Et aussi, si tu permets, Majida, je voudrais dire qu'au Maroc, il existe 2 régimes fonciers parallèles. Alors, il y a les biens qui ne sont pas immatriculés et les biens immatriculés. Les biens immatriculés existent au Maroc depuis 1913. Donc, quand on achète un bien immatriculé, donc au salon au SMAP, tous les biens sont immatriculés. Et nous, en tant que notaire, nous travaillons, nous passons que les ventes qui ont un titre foncier, car nous avons une obligation de résultat. Donc, on ne peut pas passer des ventes sur un bien qui n'est pas titré. Donc, un bien immatriculé, on connaît le véritable propriétaire, on connaît la superficie réelle, on sait s'il y a des charges ou pas. Et puis, quand on achète un bien immatriculé, on peut avoir recours au crédit. Un bien non immatriculé, les gens, pourquoi ils vont acheter un bien non immatriculé? Parce que leur objectif, c'est de se dire « Ah, c'est une bonne affaire, Hamza, donc on va acheter un bien non immatriculé. » Mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas une Hamza, parce qu'ils se retrouvent à acheter du vent. Donc, il ne faut pas aller acheter un bien non immatriculé. Maintenant, il y a certaines personnes, on le voit au SMAP à l'étranger en France, on nous dit « J'ai hérité d'un bien non immatriculé. » Ok, ils l'ont hérité, c'est comme ça, même au Maroc, il y a des gens qui ont hérité de biens non immatriculés. Aujourd'hui, il faut immatriculer le bien. Alors, si
la personne est à l'étranger, elle ne pourra pas s'agérer ça à distance parce qu'il faut être sur place. Donc il faudra qu'elle donne une procuration à quelqu'un pour faire sa procédure d'immatriculation. Donc la procédure d'immatriculation, il n'y a pas de délai, ça peut prendre énormément de temps. Donc c'est tout un processus, il faut être présent, on y arrive. Donc dans ce processus, il y a une phase qui est très importante, c'est bon, d'abord il faut faire une réquisition au niveau de la conservation foncière et à un moment donné où il y a le géomètre qui sort. Donc il vient sur le terrain, et bien donc c'est un acte de publicité. Donc on sait qu'il y a une personne qui va faire cette immatriculation et on va connaître la superficie réelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là où des fois des voisins qui ont intérêt ou pas intérêt à bloquer cette immatriculation, il peut y avoir des oppositions. 2 mois après la publication au bulletin officiel de cette procédure d'immatriculation, s'il n'y a pas d'opposition, le conservateur va délivrer un titre foncier. S'il y a des oppositions, ce sera très difficile parce qu'après c'est la voie judiciaire. Donc, allez acheter, quand vous achetez un bien, allez vers un bien qui est titré. Voilà, c'est ce que je voulais juste te dire. Je vous remercie. Alors, j'aimerais ajouter un point très important qui est une innovation au Maroc. Si vous voulez acheter ou vendre un bien et vous avez déjà une procuration qui est, on dit au Maroc, qui est légalisée, elle n'est plus valable au Maroc. Alors, toujours, une procuration, il faut la faire ou bien au consulat si vous êtes à l'étranger ou bien auprès d'un notaire marocain. Très bien, c'était important à signaler. Maître Bergache? Je souhaiterais compléter les interventions de mes consoeurs en apportant quelques éclairages par rapport à des procédures d'acquisition, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'identifier un bien, mais comme l'a dit ma consoeur, il faut connaître son budget, ses moyens. Et le budget, c'est quoi? Le prix de vente, il va être financé comment? Il y a des fonds propres, il y a une capacité de financement qu'il faut connaître, parce qu'on n'a pas le même salaire, on n'a pas le même revenu, on n'a même pas le même âge. Et le banquier aujourd'hui va être très regardant par rapport à un certain nombre de critères pour octroyer ou non un crédit. Aujourd'hui, le financement se passe de 2 façons essentiellement. Il y a les crédits conventionnels, type classique avec intérêt, etc. Aujourd'hui, on met dans les meilleures des situations, on peut avoir des crédits à 4, etc. Heureusement que les banques ont maintenu n'ont pas élevé les taux d'intérêt, malgré que beaucoup aujourd'hui reprochent aux banques n'avoir pas répercuté la baisse du taux créditeur de Banque Al-Maghreb. Mais quand vous posez la question aux banquiers, ils vous disent on aurait pu, en temps de crise et de vulnérabilité et donc de risque, aujourd'hui, on aurait pu augmenter les taux, mais on ne l'a pas fait parce qu'on ne veut pas tuer le marché. Donc c'est déjà une excellente chose. Après, il y a ce qu'on appelle tous les crédits dits islamiques ou participatifs, les murabaha, etc. Aujourd'hui, il y a des banques, des institutions qui sont là, financières qui sont là et qui accompagnent effectivement le financement de l'investissement immobilier. Autre chose, parmi les vérifications auxquelles va procéder le notaire, et effectivement, on est connecté constamment à la plateforme de la conservation foncière. Aujourd'hui, on travaille avec une aisance exceptionnelle puisque on a l'information en ligne. Donc on arrive à avoir toutes les informations, les données sur le titre, la surface, le propriétaire, les charges, la consistance, etc. Et on peut bâtir notre acte rapidement et on peut également enregistrer par la voie digitale nos actes et on fait un dépôt virtuel, là aussi, auprès des conservations foncières. Il est vrai qu'on est obligé toujours de suivre par un dépôt physique, mais ça va venir, il n'y aura plus de dépôt physique, il va y avoir une dématérialisation complète et c'est le notaire qui s'occupe de ça. Et nous avons effectivement aujourd'hui en tant que notaire un avantage technologique certain qui fait que
effectivement, par rapport aux autres professionnels, nous sommes mieux outillés pour servir et rendre une qualité de service juste exceptionnelle. Autre vérification, c'est l'urbanisme et la fiscalité. L'urbanisme, vous achetez un terrain, il faut savoir est-ce que à quoi sert ce terrain. Et c'est pour cela qu'on nous demande de façon systématique une note d'agence urbaine. On invite le vendeur à produire une note d'agence urbaine pour savoir quelle est l'affectation et est-ce que cette affectation correspond au projet souhaité par l'acquéreur. Parce que des fois, il veut acheter un lot pour construire une maison d'habitation alors que c'est un lot pour habitation. Donc ça ne l'intéresse pas et donc l'affaire ne peut pas se faire. Oui. Il y a également des vérifications qu'il faut faire auprès de la perception pour voir est-ce que le vendeur a payé des arriérés ou pas. Il faut demander. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité effectivement fiscale. L'article 95 du Code de recouvrement institue une solidarité entre l'acheteur, le vendeur. En fait, le vendeur doit payer ses arriérés, c'est normal. Mais le notaire et l'acheteur sont solidaires vis-à-vis pour le paiement des arriérés d'impôts. Parce qu'il faut absolument obtenir une attestation fiscale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas pourquoi les notaires retiennent parfois chez eux des provisions allant de 10 à 20% en attendant la production d'attestation. Aujourd'hui, on va très vite en matière d'enregistrement. On enregistre en 5 minutes, on fait un dépôt dans la journée au niveau de la conservation foncière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des emails des percepteurs, les délais se sont raccourcis, mais la formalité fiscale prend un peu plus de temps. Mes confrères sont là pour infirmer ou confirmer par rapport au reste. Toujours dans la même lignée, puisqu'on s'adresse aujourd'hui à une communauté internationale, il faut savoir qu'il y a des conventions de non-double imposition. Avec la France, avec la Belgique, avec un certain nombre de... Et le propre de ces conventions, c'est que le même revenu ne soit pas taxé deux fois. Exactement. D'accord. S'il est taxé au Maroc, il ne peut pas être taxé doublement. Et tout dépend, en fait, il y a toujours une notion fondamentale, le domicile fiscal. C'est en fonction du domicile fiscal et il y a un certain nombre de critères et je ne vais pas aller dans le débat puisqu'aujourd'hui il suffit juste de donner quelques informations et non pas un cours sur la fiscalité internationale. C'est le domicile qui va définir est-ce qu'on est contribuable fiscal français ou marocain. Mais il y a un principe par rapport à l'investissement immobilier, que ce soit en termes de revenus ou de plus-value, c'est le pays de situation qui taxe. C'est-à-dire que si le bien est situé en France, c'est le fisc français qui va taxer. Si le bien est situé au Maroc, c'est le fisc marocain qui va taxer. Après, par exemple, un Français qui a des biens en France et au Maroc, il va payer sa fiscalité au Maroc, mais il a un crédit d'impôt, puisque lui, il est tenu de déclarer ses revenus universels. Donc tout ce qu'il a payé au Maroc, il peut le déduire en France. Donc, et ça, c'est le jeu, si vous voulez, des conventions de non-double imposition. Voilà ce que j'aurais souhaité apporter comme complément, éclairage par rapport à cette thématique. Grosso modo, il faut s'informer au maximum et, beaucoup d'informations. Ne pas lésiner sur les moyens pour s'adresser au notaire. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'une opération immobilière est toujours complexe. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Exactement. Et le mieux, c'est d'aller voir le professionnel, en l'occurrence le notaire. C'est votre bodyguard dans cette aventure immobilière. Très bien. Je remercie Maître Bergage. Je m'adresse à Maître Benis pour le mot de la fin. Alors moi, le mot de la fin, je commence par conclure, comme a dit Maître Bergage, c'est que je recommande vivement, on est dans un salon virtuel et on est là pour apporter plus d'éclaircissements et je dirais plus mais pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas pu le dire, on ne pourra pas le dire. Alors je conseille et je recommande vivement à nos concitoyens, que ce soit marocains ou marocains résidents étrangers ou même les étrangers investisseurs ou autres, de consulter les conseils régionaux des notaires où là ils veulent investir pour avoir des conseils sur plusieurs situations.
Voilà. Et en quelque sorte, c'est de les éclairer, de les accompagner et de gagner beaucoup de choses. Et surtout quand on dit gagner, c'est gagner en termes d'argent et de temps. Bien sûr, Parce que le fait de ne pas avoir des conseils ou bien, parfois je le dis, empiéter sur le conseil que donne le notaire, pas mal de personnes ou des contractants finissent au tribunal, finissent par avoir un contrat, finissent par avoir des procès au tribunal pour lesquels ils auraient pu épargner cette étape de partir chez le notaire pour des conseils, si ce n'est que des conseils du matin au soir. On a toujours eu des consultations, même aujourd'hui par les moyens de technologie et de moyens d'email, etc. Tous les moyens de communication. Voilà, de communication, voilà, pour donner le maximum de conseils et éclairer les gens. Et je répète depuis cette table ronde que le conseil que donne le notaire, c'est toujours à titre gracieux. On ne se fait pas payer et non, on ne demande pas à être payé parce que c'est le plus d'avoir un conseil pour avoir un parcours sans faute et de concrétiser l'objet ou l'objectif de la personne qui souhaite acheter. Voilà. Parfait, je remercie parfait. tout le monde pour cette initiative. Merci, merci à vous tous de votre présence, de votre disponibilité. Et voilà, j'espère qu'on a apporté des réponses à vos questions et bonne visite du Salon du SMAP. Merci.